merci à tous d'avoir choisi de prendre un peu de temps entre midi et deux pour parler quand même beaucoup de fiscalité, parce que ça va être le sujet du moment là, en début d'année, quand on parle des nouveautés, forcément on est en lien avec la loi de finances. On a à peu près une heure, enfin on a une heure, on est jusqu'à 14 heures ensemble, donc parfait, on a fait un tour de table parce que c'était intéressant de bien se connaître. Donc moi je suis effectivement Frédéric Grévaux, je suis cofondateur de la société Ovalie Innovation. On est présent ici au Connecteur dans la salle Com depuis effectivement maintenant 3 ans, et donc on se développe régionalement en accompagnant surtout des startups sur leur processus de croissance, de financement, de structuration des pôles finances, de gestion financière, etc. Alors, on accompagne la croissance de l'innovation, notamment avec cette vision de financier qui met en marche à la fois les dispositifs de financement et tout ce qu'il faut également avoir après, une fois qu'on a réussi à faire ces fameuses levées de fonds, soit publiques, soit privées. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés 2025, mais également de ce qui entoure les dispositifs de manière générale. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant à peu près une demi-heure de vous présenter les sujets et de finir par une séance de questions. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas du tout claires, à m'interrompre évidemment, mais de prendre un temps pour des questions tous ensemble, ce qui permet d'éviter d'aller parfois trop dans le détail, parce qu'il faudrait plutôt 2 jours si on voulait vraiment aller dans le détail, mais quand même de répondre à vos questions. Et puis après, moi cet après-midi, je suis encore disponible. On a déjà des rendez-vous planifiés avec Emopsy et Campers, mais ensuite je suis là tout l'après-midi si vous voulez échanger également. Les rendez-vous sont juste après la keynote, en individuel, pour échanger avec Frédéric. Donc ce sera des rendez-vous d'une demi-heure pour dire on ne pourra pas aller forcément bien en profondeur. Après moi j'ai plus de temps, mais c'était pour permettre à tout le monde de faire un échange. Donc est-ce que vous avez d'autres sujets, des sujets déjà particuliers que vous souhaitez ajouter, ou c'est bon pour vous, c'est comme programme. Donc petite synthèse, je pense que vous connaissez tous, sur le parcours de financement d'une entreprise innovante et du process d'innovation. Effectivement, c'est un parcours qui déjà est assez long pour aller guider au marché. Et à chaque jalon, à chaque moment d'un projet d'innovation, on va trouver des dispositifs. Donc on va trouver des dispositifs de financement public, en fiscalité, en aide, en subvention. Puis on va trouver aussi d'autres modes de financement comme les levées de fonds privées qui vont arriver à certains moments du projet, quand on arrive à avoir des indicateurs un peu particuliers. Mais de plus en plus, en fait, on trouve des levées de fonds equity qui arrivent très tôt dans les projets. Donc ça, c'est quand même une tendance assez intéressante et qui se confirme sur les 15 dernières années, où on a de plus en plus de levées de fonds structurées sur des projets en amorçage, qui témoignent aussi d'une maturité quand même sur la maîtrise finalement des processus d'innovation des entrepreneurs et des porteurs de projets, qui, au-delà de l'idée et de la bonne volonté entrepreneuriale, de plus en plus structurent leurs projets, ont compris les objectifs aussi des investisseurs. Donc ça, c'est un point intéressant, parce que ça veut dire qu'on sécurise de plus en plus tôt les projets, et évidemment, on augmente le taux de réussite, de succès, de création d'emplois, d'économie, etc. Ce qui est notre objectif, je pense, tous ensemble aussi, quand on se lance dans un projet. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les dispositifs, prêts bancaires, levée de fonds publics, levée de fonds privés, mais on va faire le focus notamment sur la fiscalité. Je vais vous rappeler les bonnes pratiques générales, le bon fonctionnement des dispositifs, et puis quand ils ont évolué, je vous préciserai les évolutions, et éventuellement on pourra en discuter si elles ont des impacts particuliers pour vous. Donc les sources de financement de l'entreprise, nous on les découpe globalement en 2 grands champs. La partie publique, qui elle-même va se distinguer par 2 types de dispositifs. Les aides indirectes, donc c'est la fiscalité. Donc quand vous entendez parler d'aides indirectes, c'est aussi pas mal de jargon, donc c'est intéressant d'avoir un peu cette sémantique, parce que ça permet parfois de mieux rebondir et de mieux se comprendre. Donc tout ce qui est les aides indirectes, c'est les crédits d'impôt, la fiscalité jeune entreprise innovante. Pourquoi indirect ? Parce qu'en fait, on va opter pour un dispositif, on va dépenser des budgets, et ensuite on va obtenir un crédit d'impôt, donc on va avoir l'effet cash
une fois qu'on a fait ses investissements. Donc c'est pour ça que ça a ce côté indirect. Mais évidemment, ça veut dire que ça a aussi du sens et ça à prendre en compte dans vos business plans, voilà, parce que on a du cash qui va arriver plus tard par rapport au dispositif et avec une certaine incertitude sur la date à laquelle on va le récupérer. Et puis vous avez les aides directes, donc les subventions, les prêts, les avances récupérables auprès de l'ADEME, de BPI, des régions, tous les organismes de financement public qui, eux, en fait, sur la base d'un projet, donc ça peut être via des appels à projets, via des cahiers des charges sur des projets au fil de l'eau, vont vous octroyer une avance en trésorerie, voilà, au début du projet. Donc là, on est vraiment, je commence à dépenser quand j'obtiens l'accord d'aide et donc le cash qui va avec, souvent sous forme d'acompte. Donc là, on est sur les aides directes. Et puis, il y a les fonds privés. Donc dans les fonds privés, on pense évidemment très naturellement à la levée de fonds, mais il y a aussi toute la partie bancaire. Et là aussi, c'est vraiment important d'intégrer assez tôt ces partenaires bancaires dans ces réflexions sur le financement de ces projets d'innovation, parce qu'eux aussi se sont organisés depuis une quinzaine d'années et certaines banques, on est bien placé ici pour le savoir, voilà, ont misé sur l'innovation et accompagnent des projets. Alors certes, ils sont rarement en première ligne, parce que ce n'est pas le métier du banquier, mais si on arrive en ayant bien positionné son projet sur la courbe, en ayant bien travaillé son financement public et sa stratégie de projet, voilà, il y a de grandes chances que vous trouviez aussi un partenaire bancaire qui va faire effet de levier sur les autres financements. Voilà, donc ça c'est le paysage du financement de l'innovation. Et ensuite, il faut être excellent sur tous les sujets, bien les coordonner pour avoir la meilleure stratégie et les meilleures ressources au bon moment. En fait, c'est ça qui est important aussi dans la partie innovation, c'est de les avoir au bon moment. Donc les aides indirectes, la jeune entreprise innovante et la JEC, on en reparlera tout à l'heure, donc jeune entreprise de croissance, qui est apparue il y a une grosse année sous l'impulsion d'un député qui s'appelle Paul Midi, que vous suivez peut-être sur les réseaux, qui se bat. Le crédit d'impôt recherche, on ne présente plus, mais on va beaucoup en parler. Le crédit d'impôt innovation, son cousin, et le SICO, crédit d'impôt recherche collaborative, qui lui est apparu en 2013, qui est un crédit d'impôt un peu particulier qui apparaît, dont on peut bénéficier quand on collabore avec un laboratoire public. Le vrai terme utilisé, c'est ORDC, organisme de recherche et de diffusion de la connaissance, mais globalement, c'est les laboratoires publics. On pourra en dire deux mots aussi, mais il est plus confidentiel. Donc, commençons par la jeune entreprise innovante, qui est aussi un des dispositifs donc, qui a évolué sur ces dernières années, et notamment avec la loi de finances 2025. Donc, la jeune entreprise innovante, c'est un statut, en fait, c'est un statut de l'entreprise innovante particulier, qui est activable sur une certaine période, à partir de la date de création, et il octroie à la fois des avantages au niveau social et à la fois des avantages au niveau fiscal pour la société et pour ses investisseurs. Donc on va regarder ces points-là, parce que c'est bien important d'avoir aussi toutes les dimensions des avantages de la jeune entreprise innovante. On a tendance à penser de manière systématique, et c'est normal, aux exonérations de charges sociales patronales, mais il y a d'autres avantages en fait à être une jeune entreprise innovante. Donc, dans un premier temps, effectivement, l'exonération des cotisations patronales, donc c'est à peu près la moitié des exonérations de charges patronales qui sont exonérées via le statut de jeune entreprise innovante. Donc on se retrouve in fine pour vos business plans avec un taux aux alentours de 20% de taux de charge sociale patronale pour l'effectif éligible. On en parlera tout à l'heure. Il y a également un avantage fiscal donc sur l'impôt sur les sociétés. Il y avait un avantage fiscal sur l'impôt sur les sociétés, puisque ça fait partie des sujets qui ont évolué, mais qui ont évolué fin 2023. Donc jusqu'à fin 2023, il y avait une exonération des impôts, de l'impôt sur les sociétés à 100% la première année bénéficiaire, à 50% la deuxième année bénéficiaire, pas forcément des années consécutives. À partir du 1er janvier 2024, cet avantage fiscal, il n'est plus valable, il a disparu. On a d'autres exonérations qui sont gérées au niveau régional,
Donc c'est la cotisation foncière des entreprises et la taxe, et la taxe foncière ou CVAE. Donc là, il faut vous rapprocher en fait de vos régions, regarder ce qu'ils ont prévu pour les jeunes entreprises innovantes. Au niveau des critères, si on se place, là aussi il y a une petite oscillation en 2022, on est passé à 11 ans, et aujourd'hui retenez 8 ans, ou plutôt retenez 7 ans plus 1 an. C'est-à-dire c'est l'année de création plus 7 ans après l'année de création, donc si vous êtes créé en cours d'année. Ce qui veut dire que en fait, quand vous avez 8 ans révolus, au 31 décembre, vous ne pouvez pas appliquer, enfin la date de clôture, vous ne pouvez pas appliquer la jeune entreprise innovante. Il y a aussi des règles importantes sur la détention du capital. Donc la première, c'est 50% du capital détenu par des personnes physiques. Mais après, il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez être détenu par une société qui est elle-même détenue à 50% par des personnes physiques. Mais c'est maximum, vous avez le droit en fait à un holding qui détient votre société. Si vous avez une cascade de holding, vous perdez le statut GUI, même si à chaque fois ces holdings sont détenus à 100% par une holding qui elle-même, in fine, sera détenue à 50% par des personnes physiques. Donc ça, faites attention quand vous travaillez avec des fonds qui peuvent vous imposer. Alors aujourd'hui, ils sont quand même tous bien au courant, mais nous, sur les 15 ans plus, maintenant 17 ans qu'on exerce chez Oval Innovation, voilà, on a déjà eu des cas de figure de montage de fonds qui faisaient sortir la société du statut de jeune entreprise innovante, parce qu'ils obligeaient la création d'un holding particulier, et voilà, on sortait du dispositif. Donc il faut quand même être prudent, parce qu'une fois que c'est fait, c'est compliqué de revenir en arrière. Et dans tous les cas, c'est toujours possible, mais c'est coûteux. Et quote-part des dépenses engagées en R&D, donc ça, c'est un point aussi qui s'est resserré sur les dernières années. Cette quote-part, elle est de 50% si on prend les textes de l'URSSAF, en fait, là, qui dit que pour qu'un personnel soit éligible aux exonérations sociales, donc là on parle d'économie de charges sociales patronales, il faut au moins qu'il soit impliqué à plus de 50% dans les projets de recherche-innovation. Et là, le périmètre en fait, des personnes éligibles est assez large, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les ingénieurs, les chercheurs, comme on va le voir pour le crédit d'impôt recherche, ça peut être des profils de juristes, ça peut être aussi des profils de personnes qui sont dans le marketing, qui sont dans la gestion de projet. Voilà. On a des profils plus larges, mais ils doivent être affectés majoritairement sur le projet de R&D. Enfin, oui, sur le projet d'innovation qui justifie la jeune entreprise innovante. Et ça me fait penser également que dans cette quote-part-là, il y a évidemment un critère important qui a bougé, dont on va parler après, c'est la quote-part des dépenses engagées par l'entreprise dans la R&D. Et là, c'est la définition de la recherche du crédit d'impôt recherche, dont on va parler tout à l'heure, qui est appliquée. On est sur 15% en 2024, on va en parler tout de suite après, mais c'est une quote-part qui est beaucoup discutée justement, et qui a été beaucoup discutée au moment de la loi de finances, donc il faut la surveiller pour être sûr que dans les années, vous restiez bien dans le dispositif. Donc si on essaye de synthétiser, d'entrer un peu dans le détail de ces taux, des dispositifs, et également de la manière dont ils ont évolué et les impacts que ça peut avoir pour vous. Donc on a vu qu'il y avait la jeune entreprise innovante, la jeune entreprise de croissance, et si vous creusez, vous allez entendre parler de la jeune entreprise de rupture, voilà, mais qui est quelque part aujourd'hui ne va pas vous concerner, mais a sans doute été une parenthèse en fait dans les dispositifs. Je l'ai mentionné parce qu'on la trouve encore beaucoup quand on fait des recherches sur Internet. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, nous, ce n'est pas un dispositif qu'on voit. Et de toute façon, son avantage, il est pour les investisseurs, en fait. Il n'est pas pour l'entreprise. Donc, si on prend la jeune entreprise innovante, donc on va se positionner à chaque fois pour 2024, parce que vous êtes en train de faire vos comptes sans doute pour 2024, si on est sur l'année calendaire, et puis on va se projeter en 2025 pour la partie plutôt business plan. Donc pour 2024, la jeune entreprise innovante, la quote-part, donc le taux de dépenses de R&D, d'investissement
des recherches, des dépenses de recherche par rapport aux dépenses totales, ça doit être 15%. Donc il faut vérifier que sur la base des définitions de la recherche du crédit d'impôt recherche, vous avez bien 15% des dépenses qui sont affectées à la recherche. Donc ça peut être vrai à un moment, ça peut ne plus être vrai. Parfois, ça peut ne plus être vrai alors qu'on augmente ses dépenses de recherche, mais qu'en même temps, on développe une activité commerciale, notamment dans des sociétés industrielles ou quand on a des achats de matières premières importantes. Alors, on peut sortir du dispositif. Donc là, il peut y avoir des réflexions plutôt de structuration juridique de votre activité qui va dire, OK, bah, je vais conserver la partie plutôt R&D dans une société pour avoir ces 15%. Et puis gérer la partie commerciale dans une autre société. Donc ça c'est tout à fait classique, hein, et ça peut permettre quand même d'aller chercher, de conserver un financement important pour la jeune entreprise innovante. La jeune entreprise de croissance, donc je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, peut-être pas tous, quelque part, elle abaisse le taux de dépenses de R&D, puisqu'on peut être entre 5% et 15%. En revanche, elle ajoute des conditions spécifiques de performance donc, qui sont définies par décret. Donc on a attendu le décret quand même assez longtemps. C'est pour ça que finalement l'application de la jeune entreprise de croissance a été repoussée jusqu'à ce que le décret soit sorti courant 2024. Et notamment, dans ce décret-là, on dit que les dépenses de R&D de l'année doivent être supérieures à celles de l'année d'avant. Donc ça, c'est une condition spécifique de la JEC. On doit aussi avoir une croissance de l'effectif entre N et N-3, avec une croissance minimale de 10 ETP. Donc on voit bien que là, on est en train de parler de sociétés qui sont en forte croissance. Et donc l'intérêt, c'est qu'elles peuvent investir moins en R&D, peut-être justement parce qu'elles ont développé des outils de production, etc. Mais en revanche, on leur demande d'avoir des indicateurs de croissance très forts. Donc sur ces sociétés-là, on va trouver les avantages dont on a parlé avant au niveau des charges sociales patronales et autres. Mais également, voilà, il y a des aides pour lever des fonds. Donc ça, il ne faut pas les oublier parce que c'est-à-dire que vous êtes une cible, si vous êtes jeune entreprise innovante, vous êtes une cible d'avantages fiscaux à leur niveau. Donc sans entrer dans le détail, mais il y a quand même des avantages fiscaux intéressants au niveau des réductions d'impôts sur le revenu, voilà, pour les investisseurs. Et notamment, ce qui est aussi à avoir en tête, et c'est un des travaux de Paul Midi justement, c'est que ces plafonds-là, ils sortent, certains dans tous les cas, sortent des plafonds qui sont prévus par le Code général des impôts classique, qui plafonnent les aides au niveau de l'impôt sur le revenu. Là, elles ne viennent pas, en fait, finalement, ces aides-là, alimenter ce plafond. Donc, elles peuvent vraiment s'ajouter quelque part à l'investissement classique qu'aura un business angels sur, par exemple, des fonds d'investissement et autres. Il pourra avoir des actions spécifiques qui vont bénéficier également de ces avantages pour lui. Donc, les aides à l'embauche, oui, parce qu'on a vu qu'il y avait des avantages sur les charges sociales patronales, donc c'est quand même des aides à l'embauche importantes. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez récent, c'est la commande publique, c'est que la jeune entreprise innovante entre aujourd'hui dans les sociétés qui peuvent bénéficier des commandes publiques, ou du moins qui sont considérées comme alimentant les indicateurs de commande publique, sachant que l'État a des objectifs et certaines administrations ont des objectifs de faire des commandes auprès d'entreprises, et la jeune entreprise innovante fait partie de cette catégorie-là. Donc ça aussi, ça devrait amener des commandes, enfin, c'est un moyen vraiment important, et peut-être en France un peu sous-utilisé pour financer l'économie, c'est la commande publique. On en parle souvent aux États-Unis, c'est le cas en ce moment. Donc la commande publique, elle pousse énormément les entreprises. Voilà, ça, c'est un levier plutôt récent qui est nouveau pour les jeunes entreprises innovantes. Est-ce que c'est ce matérialisme comment? Parce que là, on met jusqu'à 100 millions par commande, ça veut dire qu'il y a eu... C'est des appels à projets, donc là, ça va être sur des appels à projets, par exemple, sur... alors, je n'ai pas d'exemple d'appel à projet concret, mais si on va sur les plateformes d'appel à projet, on va trouver... Enfin, appel à projet, pas au sens aide, hein, au sens... réponse d'offres. Réponse à appel d'offres, c'est plutôt... merci, Yannéa. Chercher des appels d'offres de la commande publique où on va pouvoir répondre en tant que jeune entreprise innovante et on fera partie du coup des sociétés éligibles.
Donc en fait, tu te dis, La tu te déclares, activité. voilà, tu te déclares C'est- en tant qu'entreprise innovante. Eux, ils vérifient. Et si tu as le statut, il y a zéro sujet. Même ceux qui n'ont pas le statut encore peuvent aussi l'argumenter. Et du coup, le plafond, il passe à 100 000, dans lequel, du coup, il n'y a pas de mise en concurrence. Je crois que c'est ça le truc. C'est ça, c'est la mise en Ouais. concurrence. Oui, exactement. Il est combien le plafond normalement? Alors, c'est bon, je sais pas quoi, pour la commande publique, c'est 30 ou 50 000. Nous, on a des taux qui sont restés inférieurs par rapport à la réglementation. Ouais. S'ils avaient été rehaussés, je crois, jusqu'à 40. Mais... Ouais, voilà, c'est 30-40 de toute façon. 40. Ouais, 40. Et du coup, là, ça passe à 100. Si tu es entreprise innovante, tu peux répondre. Voilà. Et pour les entreprises de la défense, le plafond, il passe à 300 000 euros. Donc, voilà. Pour les startups de la défense, elles peuvent répondre sans qu'il y ait une mise en concurrence. Donc, dans tous les cas, voilà, ça permet d'avoir quand même un panorama assez global sur la jeune entreprise innovante, au-delà de ce qui est immédiatement disponible, que vous voyez dans vos comptes. Donc les nouveautés de 2025, c'est l'augmentation, entre autres, des codes-parts de R&D. Donc là où on était à 15%, qui était déjà un taux pas forcément très bas, hein, parce que c'est 15% de dépenses de R&D, au sens du CIR, encore une fois, hein, c'est important d'avoir ça en tête, au sens du CIR, c'est déjà intéressant comme niveau de dépenses de R&D, donc on est passé de 15% à 20%. De ce fait, pour la jeune entreprise de croissance, c'est compris entre 5% et 20%, puisqu'on garde le même taux de 20%. Donc ça veut dire plusieurs choses en termes d'impact, c'est-à-dire qu'on risque de sortir du dispositif. Voilà. Peut-être que vous êtes à 15,5% ou 17% en 2024, et du coup, voilà, à fin 2025, sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être en train de sortir du dispositif. Donc là, c'est important de vérifier si vous êtes à la, juste au niveau des 15%. Et il faut aussi prendre en compte l'évolution de la définition de la recherche au sens du CIR, puisque, on va le voir tout à l'heure, on a certaines dépenses ne sont plus éligibles au CIR. Forcément, du coup, juste le calcul, le modèle fait diminuer la définition et le montant des dépenses R&D au sens du CIR. Donc les 15% auraient de toute façon été plus difficiles à obtenir et les 20% encore plus difficiles. On peut trouver quelque part la liste simple de dépenses éligibles. Alors ça va être dans la slide 17, je crois. Génial. Et le temps, je vais avancer parce que... Juste par rapport à l'histoire des commandes, j'en profite pour vous dire que le 3 juin, on refait la deuxième édition du coup de Je choisis la French Tech, qui est justement pour objectif de mettre en lien les entreprises innovantes et les acheteurs publics et privés. Donc le 3 juin après-midi. Déjà, certains ont eu l'info avec Antoine, donc je redis. Donc on a passé du temps sur cette jeune entreprise innovante, mais ça a été un des sujets vraiment énormément discutés au moment du projet de loi de finances. Et quelque part, bon, les conséquences sont maîtrisées, mais voilà, elles ont quand même été. Il y a quand même eu cette augmentation du taux qui n'était pas forcément prévue quand on échangeait en octobre, voilà, quand on suivait. Ce qui veut dire que voilà, il y a quand même des discussions, des pressions sur ces sujets. Des définitions de la R&D, là je vais passer très très vite parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble. Mais ce qui est important, vu qu'on parle de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation, c'est de faire la différence entre l'innovation et la recherche. La recherche, c'est ce qui va être en bleu ici, on parle de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, donc acquérir des connaissances nouvelles dans un domaine d'application. Voilà, donc on est déjà dans un domaine de la recherche fondamentale, on cherche 360, on ne sait pas ce qu'on cherche, on explore, on est dans l'observation, voilà. Puis après on a un domaine d'application, donc on va commencer à se dire tiens, est-ce que ça pourrait pas avoir du sens ici, et là on va encore dépenser beaucoup d'argent. Puis le développement expérimental, on s'est dit oui tiens, ça a du sens en bio par exemple, est-ce que je ne peux pas arriver à faire un prototype, un produit, un algorithme, une molécule, etc., qui va avoir des résultats intéressants. Donc tout ça, c'est la partie R&D dans l'entreprise. Dans tous les cas, nous, chez nos clients, on est quand même souvent en développement expérimental. Et
le cran d'après du développement expérimental, ça va être soit de l'ingénierie de très bon niveau, donc on sort du dispositif crédit d'impôt recherche, on est toujours dans la technologie, on va dire, on est dans l'ingénierie, on n'est plus dans la recherche. Et là, par exemple, en informatique, il faut être très vigilant parce qu'on peut vite être dans l'ingénierie et sortir de la recherche. Ou alors, on rentre dans une phase d'innovation, dans le processus d'innovation, c'est-à-dire on a levé des verrous technologiques, on n'a plus de problèmes vis-à-vis de l'état de l'art, mais en revanche, on a encore des travaux à réaliser avant de faire un nouveau produit qui va apporter quelque chose sur le marché. Et là, on est peut-être plutôt sur du prototype d'innovation et on va rentrer dans le crédit d'impôt innovation, qui lui-même va peut-être faire ressortir une nouvelle problématique technique qui va nous ramener à l'état de l'art et on va retourner dans un processus de R&D. Donc dans le parcours d'innovation, vous pouvez enchaîner des processus de R&D, des processus d'innovation au sens du crédit d'impôt innovation. Et souvent, en fait, il y a un moment dans les entreprises où on va avoir du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, à condition d'être une PME, puisque le crédit d'impôt innovation est valable uniquement pour les PME. Et la partie innovation, ça rentre pas dans la définition CIR. Ça rentre pas dans la définition de la recherche. Oui. Voilà. En revanche, les personnes qui ont des profils, y compris qui gèrent le projet d'innovation, elles peuvent bénéficier de l'exonération de charges sociales patronales. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que le fait générateur de calculer les 15%, c'est vraiment sur la R&D, mais après, les profils qui peuvent bénéficier de tous les avantages qu'on a vus sur la JEI, là, on peut élargir les profils. Donc ça, c'est aussi un petit diagnostic à faire dans vos entreprises, que vous n'avez pas trop restreint les personnes que vous avez déclarées à la JEI, que vous n'avez pas mis uniquement les chercheurs, les ingénieurs. C'est très souvent qu'on fait ce travail-là et on se rend compte que, en fait, il y a un chef de projet innovation qui peut rentrer dans le statut JEI. Même s'il fait que du C2I. Même s'il fait que du C2I. Voilà. En revanche, ces dépenses ne vont pas être utilisées pour savoir si on a les 15%. Ok. Donc c'est bien deux choses. Un, est-ce que j'ai 15% en dépenses de recherche? Oui. Deux, c'est quoi ma population éligible? Et là, je peux élargir le champ de la population. Dans le BOFIP, c'est précisé, enfin, il y a des juristes, etc. Donc ces deux dispositifs, crédit d'impôt recherche, donc créé en 1983, donc il y a un peu plus de 40 ans. On commence à avoir donc une grosse expérience sur ce dispositif. Son taux a longtemps varié, il y a eu des évolutions très significatives dans les années 2008. Jusqu'à présent, il était plutôt stable à 30% pour la France métropolitaine. On va s'arrêter sur ce périmètre pour aujourd'hui. Et il est passé, on va voir tout à l'heure qu'il y a eu pas mal de changements sur les dépenses de personnel. En revanche, le taux de 30%, lui, est maintenu sur la partie crédit d'impôt recherche, toute entreprise confondue, et 5% pour les tranches supérieures à 100 millions d'euros de dépenses. Ça concerne quelques très grosses entreprises en France. En revanche, sur le crédit d'impôt innovation, qui lui concerne les PME, donc les critères de la PME, le critère important, c'est notamment la partie effectif. Ce taux de 30% du crédit d'impôt innovation, qui était déjà à 20% jusqu'en 2023, qui est passé à 30%, repasse de nouveau à 20% à partir de 2025. Ce qui veut dire qu'on va retrouver un montant du crédit d'impôt innovation plafonné à 80 000 euros versus les 120 000 euros pendant la petite parenthèse de 2024 notamment, 2023-2024. Les prestataires doivent toujours avoir un agrément. Les prestataires doivent toujours avoir un agrément. Donc il baisse à 20% du prix. Et le taux du crédit d'impôt innovation baisse à 20%. Donc ça, c'est quand même une évolution un peu à contre-courant, parce que les échanges et les débats, on va voir juste après, plus loin, une des évolutions importantes du CIR, mais un des débats, c'était quand même, est-ce qu'on maintient sur le crédit d'impôt recherche, notamment des mêmes taux entre les grandes entreprises, les PME, notamment. Donc, manifestement, le statut, c'est de oui, on maintient le même taux. Et en revanche, on est diminuer le taux du crédit d'impôt innovation qui bénéficie uniquement aux PME. Donc là,
c'est vrai qu'on n'a pas vraiment compris la logique, surtout qu'en termes de budget, là on parle d'un budget de 7 milliards d'euros pour le crédit d'impôt recherche. Là, on parle d'un budget de quelques centaines de millions d'euros pour le crédit d'impôt innovation. Donc l'économie, elle est minime. L'impact pour les entreprises PME et notamment les startups, voilà, il est hyper significatif parce que 40 000 euros, c'est loin d'être négligeable. Donc c'est là où on doit encore beaucoup travailler. On compte aussi sur vous, enfin ensemble, je pense, les acteurs du financement de l'innovation, les conseils. Moi, j'ai une casquette de président de l'association des conseillers en innovation. On travaille beaucoup avec le gouvernement, on les rencontre pour expliquer ce qui se passe sur le terrain, mais voilà, après, on n'est pas dans les... Une fois que les portes sont fermées, il y a des échanges qui se font et on a l'impression de ne pas être toujours compris. Et tu contribues au lobbying. Voilà, donc lobbying. Mais voilà, je pense qu'aussi les entrepreneurs, les start-upers doivent aussi communiquer sur ces évolutions-là. Il y a quelques années, rappelez-vous, on avait les pigeons, donc j'appelle pas à la rébellion, hein, mais il y a eu vraiment, voilà, et ça a fait changer les choses. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi, voilà, vous en tant que communauté, à dire mais pourquoi vous nous faites ça en fait, pourquoi vous venez chambouler nos business plans, c'est déjà pas simple, et là pour pas grand-chose, on vient quand même déstabiliser une stratégie, c'est aussi du temps. Voilà, on passe du temps encore à vous expliquer, vous allez retravailler vos trucs. Voilà, donc tout ça, c'est quand même pas très efficace. Voilà. Je vais passer vite parce que le temps, hop là, pardon, on va quand même s'arrêter dessus. Est-ce qu'il y en a qui doivent partir à 14h pile ou 14h30 max? Non, c'est à 14h30 max. Donc là, c'est un exemple juste qui dit voilà le coût global. Si on n'applique pas les dispositifs, on a 303 000. Si on applique le CIR et le CI en 2024, on tombe à 180 000 dans le cas d'une équipe avec des ingénieurs, donc niveau de rémunération d'ingénieur, un jeune docteur et un technicien. Donc en 2024, on va avoir une économie de 180 000 euros, donc quand même 60%, notamment grâce au statut de jeune docteur. Je ne trahis pas un secret qui n'existe plus à partir de 2025. Donc à partir de 2025, l'économie, elle sera plus à 180 000, elle sera à 125 000, donc ça coûtera 45 000 de plus à l'entreprise pour la même équipe. Et si on a la GEI, bon, là on passe de 123 000 à 102 000 parce qu'on va ajouter encore la partie exonération. Donc on voit bien quand même qu'il se passe des choses, même si finalement ces modifications, elles ont été minimes entre guillemets, ou elles sont arrivées un peu en dernière minute, elles ne sont pas sans conséquences, exactement. Là, c'est juste pour vous rappeler que si vous êtes une PME, vous avez le droit au remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation. Pensez juste à avertir votre expert comptable préféré de bien remplir le CERFA et de bien l'envoyer avec votre déclaration d'impôt. Voilà, il y en a encore, ça passe encore souvent à la trappe, donc on se rend compte, 2 mois je ne suis pas remboursé, comment ça se fait? Ah, je n'ai pas envoyé le CERFA. Voilà, donc pensez à envoyer ce CERFA-là. Les principes fondamentaux pour le crédit d'impôt recherche, c'est la déductibilité fiscale des dépenses. Donc si vous vous demandez est-ce que ma dépense elle est éligible, déjà regardez si elle est fiscalement déductible dans vos comptes. Donc si ce n'est pas le cas, elle n'est pas éligible. Donc là aussi, point d'attention, si vous faites de l'activation des dépenses de recherche, assurez-vous que vos dépenses elles passent d'abord par votre compte de résultats en charge déductible fiscalement et qu'après vous les activez. Pour ceux qui sont plus dans la finance, voilà, je vais vite, mais c'est après vous les activez, parce que si vous faites directement de la facture à l'IMO, vous ne passez pas par le compte des résultats, donc ce n'est pas déductible fiscalement, donc vous ne pouvez plus rien faire de ces dépenses-là. Voilà. Donc ça, c'est aussi des schémas qu'on voit et qui sont du coup à risque. Et est-ce que ces dépenses, elles sont bien faites en France, sauf pour les quelques cas où c'est autorisé qu'elles ne soient pas faites en France, la territorialité des dépenses. Ça, on en a parlé, donc le crédit d'impôt recherche, le référentiel, c'est l'état de l'art scientifique, recherche fondamentale, appliquée, développement expérimental. Est-ce que par rapport à un état de l'art scientifique, ma problématique technologique, mais moi je préfère dire scientifique, elle permet de faire avancer l'état de l'art, de créer de la connaissance.
et pour ça je crée une opération de recherche. Alors que dans le crédit d'impôt innovation, le référentiel c'est l'état du marché et est-ce que j'apporte sur ce marché qui peut être ma rue si je fais une boulangerie ou Le Monde si j'ai une application digitale ou autre, est-ce que je fais un apport de valeur ajoutée, en gros, pour faire simple, sur le plan des fonctionnalités, de la techno, de l'éco-conception, avec le produit que je vais créer. Et ce processus qui vise à ça est éligible au crédit d'impôt innovation. Donc c'est vraiment deux référentiels très différents. On ne peut normalement pas trop se tromper. Dans le numérique, c'est pas un peu borderline? Dans le sens que il y a beaucoup d'applications en santé mentale là, qui font on développe et après on évalue l'efficacité des thérapies numériques par exemple. Après ça va dépendre. Alors le marché c'est sûr que dès qu'on est dans le numérique il s'élargit. Après si votre application elle est en français pardon, peut-être déjà vous pouvez la limiter à la France parce que c'est déjà bien. Voilà. Donc ça va être après des indicateurs comme ça, mais c'est vrai que par nature. Non mais le développement là pour le coup il sert à la recherche. Oui, alors c'est un cas, on pourra en parler, mais effectivement si on peut faire dans la recherche, on peut très bien avoir des opérations qui ne sont pas du tout de la recherche, y compris en sous-traitance, si elles sont indispensables à l'opération de recherche. C'est-à-dire si effectivement je ne collecte pas de la donnée, je ne peux pas faire mon opération de recherche. Donc ce dispositif qui peut être une application ou une enquête qui va me permettre de collecter de la donnée, pris isolément, ce n'est pas de la recherche, mais pris dans la globalité de l'opération, il est indispensable à la recherche et il est éligible. Mais le prestataire, il ne sera jamais agréé CIA, si c'est un dev. Après, pour qu'il soit agréé, il faudrait qu'il dépose le projet en fait, pour lequel il travaille, et il peut l'être, il peut le devenir en fait. Il peut le devenir. Ouais. Et c'est pas simple, c'est ça. Anticiper quoi. Non, mais même c'est pas compliqué déjà, c'est pour ça qu'il les critères qui définissent la R&D, ils sont définis, c'est pour ça que je les mentionne. Il y a la nouveauté, l'acquisition de nouvelles connaissances, la créativité, application, concept nouveau par rapport à des choses qui sont plus immatures. L'incertitude, donc ça c'est la probabilité que je vais avoir de trouver une solution. Donc ça c'est des critères qui vous permettent de diagnostiquer quelque part. Et puis ensuite, ce qu'il faut mettre en place, c'est une démarche R&D systématique. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus contrôlé par le ministère de la Recherche quand il vient auditer. Et la transférabilité et reproductibilité, donc c'est en gros dissémination de la connaissance, etc., qui doit, donc en gros, formalisation de vos résultats des travaux. Donc ça, aujourd'hui, ils regardent d'abord ça, en fait, quand il y a un contrôle, pour s'assurer qu'il y a la base de la compétence à réaliser un projet de recherche, et puis après, ils vont dans le détail. Et sur l'innovation, j'en ai déjà parlé, donc avec le statut de PME que vous trouvez ici, sachant que je vous enverrai les slides, donc ça c'est des slides de facile, je ne passe pas trop de temps dessus. Le warning, c'est plutôt attention aux innovations à usage interne. Nous, on est souvent sollicité, je fais de l'innovation, mais en fait c'est pour moi, donc ça c'est pas éligible. L'innovation, elle a pour but de mettre sur le marché un nouveau produit, donc si c'est pour vous, et ça peut être tout à fait... c'est souvent le cas, ce n'est pas éligible au crédit d'impôt innovation. Et les innovations de services non plus ne sont pas éligibles. Il va se poser la question pour les applications, on commence à avoir des retours sur des contrôles d'applications où on dit que c'est du service. Voilà, il y a un petit débat. J'en viens à la slide, peut-être pas la 17, mais qui donne les dépenses de personnel, enfin les dépenses au crédit d'impôt recherche. Là, on va s'arrêter un petit moment sur les évolutions. Donc ici vous avez la liste des dépenses qui sont éligibles pour le crédit d'impôt recherche, pour le crédit d'impôt innovation. Donc on constate pour la partie crédit d'impôt innovation, effectivement la seule évolution c'est que le taux il passe de 30% à 20%. Et on n'a pas de dépenses de fonctionnement. Plus exactement, on n'a plus de dépenses de fonctionnement. Donc, ce qui fait que le plafond de 400 000 € de dépenses pour le crédit d'impôt innovation, fois les 20%, ça fait que le maximum, on a un crédit d'impôt innovation à partir de 2025 de 80 000 €, voilà, versus 120 000 € en 2024. Donc ça, c'est pas très sympa, mais c'est facile à comprendre. Pour la partie crédit d'impôt recherche, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce qu'on a en fait des évolutions à l'intérieur des dépenses éligibles, notamment il y a des cas qui sont faciles à traiter,
c'est les dépenses de veille technologique qui sont plus éligibles, c'est les frais liés à la propriété intellectuelle qui sont plus éligibles, et les jeunes docteurs. Donc là, on voit aussi, pour revenir à ce qui se passait sur le crédit d'impôt innovation, on ne comprend pas le sens de ces évolutions, hein, puisqu'en fait, on est en train de dire ne sont plus éligibles finalement les opérations qui définissent la R&D, c'est-à-dire la veille technologique, déposer des brevets ou se poser la question d'avoir une stratégie de protection de son savoir-faire, donc via la propriété intellectuelle industrielle, et les jeunes docteurs, donc, qui est un cas particulier. Mais dans tous les cas, on ne voit pas vraiment en quoi tout ça, ça vient renforcer le fait que les entreprises vont faire une R&D de qualité. Donc a priori, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était essentiellement entre 200 et 300 millions d'euros d'économies sur le crédit d'impôt recherche, et ce sont ces natures de dépenses qui ont été choisies. Voilà. Donc, soyez prudents sur 2025 pour ces natures de dépenses-là. Concernant le jeune docteur, est-ce que le dispositif jeune docteur, ça parle à tout le monde ou pas? Voilà. Donc je ne réexplique pas le dispositif, d'autant plus qu'il va donc disparaître à partir de alors c'est pas 2025, c'est 13 mars, parce que ça c'est pas le côté fiscalité, mais c'est sécurité sociale, on va dire, si on veut faire simple, qui donne le feu vert là-dessus. Et donc c'est courant mars, donc jusqu'à courant mars, vous pouvez appliquer le dispositif jeune docteur, et après on ne peut plus. Donc là il y a un énorme impact, hein, on l'a vu tout à l'heure dans la simulation. Là on avait des jeunes docteurs qui étaient financés avec des taux de 200%, plus des dépenses de fonctionnement également de 200%. D'ailleurs, je le traite ici, je corrige cette slide-là, mais on était sur en gros 400% de la base en dépenses de R&D. On va retrouver un niveau de financement identique à celui d'un ingénieur traditionnel en fait. Donc c'est bien, on a toujours le financement du crédit d'impôt recherche, mais on a plus ce boost sur le jeune docteur qui permettait quand même de soutenir l'embauche des jeunes docteurs qui souhaitaient aller dans la voie privée et quelque part aussi prendre un risque sur un projet de recherche privé versus public. Et pour l'entreprise, c'était un moyen aussi d'amortir de la formation, de la culturation, etc. sur le monde de l'entreprise qui n'était pas forcément celui des jeunes docteurs. C'est donc que jeune, c'est pas l'âge, hein, c'est un docteur qui n'a jamais eu de CDI en France. Donc là, c'est arrivé last minute, cette suppression des jeunes docteurs. Si vous avez suivi ou c'est arrivé jusqu'à vous par les réseaux, on a beaucoup œuvré pour faire changer les choses. On est encore en train d'essayer de faire changer les choses en expliquant que c'est, encore une fois, pour à peu près, je crois que c'est 290 millions d'euros la ligne jeune docteur. Il y a quand même des impacts énormes dans les écoles doctorales, etc. Enfin, c'est tout un schéma qui est remis en question, et sans doute également un certain nombre de profils qui vont faire le choix d'aller ailleurs tout simplement que d'aller dans des entreprises françaises. Donc là, il y a des gros impacts, d'autant plus que c'est entre guillemets rétroactif, c'est-à-dire ça vient pas, on ne va pas corriger 2024-2023, mais les jeunes docteurs en poste qui sont dans leur 16e mois, 17e mois, 18e, 19e en 2025, vont perdre le statut. Donc ça c'est quand même une instabilité forte sur le dispositif et qui va encore une fois nécessiter de revoir les business plans. Dans les entreprises de biotech, parfois on a des jeunes docteurs, on en a 3, 4, 5, 6. Donc les effets là, ils sont très très significatifs. Donc là, regardez bien parce qu'il y a un cut-off à faire courant mars sur vos jeunes docteurs, si vous en avez. Bon, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou ça vous paraît clair? Ça se revote tous les ans. Pardon? Ça se revote tous les ans. C'est la loi de finances qui tous les ans, effectivement, donc peut-être ça va réapparaître l'année prochaine. Hein.
là, c'est le focus sur les dépenses de personnel, mais c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Donc les profils éligibles au CIR, les docteurs, les dirigeants, hein, les présidents de SAS, les gérants de SARL, à condition qu'ils soient bien évidemment impliqués dans les projets de recherche, les stagiaires, notamment aussi. Donc les jeunes docteurs supprimés en 2025. Je vous rappellerai les conditions en fait, sur 2024. Ouais, j'avais un petit focus sur le cas particulier des dirigeants, parce que souvent c'est votre cas. Donc les dirigeants, gérants majoritaires de SARL ou présidents de SAS, voilà, sont éligibles au crédit d'impôt recherche. La recommandation, c'est vraiment que dans leur fiche de poste et leur désignation, ce soit bien mentionné qu'ils font de la recherche et que la rémunération affectée à ces travaux-là soit clairement identifiée, soit dans un PV d'AG, a priori dans un PV d'AG qui va dire voilà, au titre de la fonction directeur de la R&D, la rémunération est de temps. Voilà. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre la rémunération pour le mandat social et pour l'activité R&D. Le SICO, je vais passer, vous l'aurez dans les slides, c'est si vous avez un contrat de collaboration avec un laboratoire public, posez-lui la question de savoir si ce contrat il est éligible au SICO. C'est juste ça qu'il faut retenir. Et ça vous donne droit à un crédit d'impôt de 50% sur une partie des dépenses. Voilà. Sur ces crédits d'impôt, on l'a vu dans les contrôles, l'approche systématique, c'est quelque chose d'important. La diffusion de la connaissance aussi en interne, donc la formalisation. Donc il faut vraiment travailler sa formalisation interne de ces processus, le suivi des temps évidemment, mais pas que. Il y a aussi toute la partie les fiches de poste. Voilà. Si vous commencez à avoir des équipes un peu nombreuses, avoir des fiches de poste, qu'elles soient bien orientées R&D, qu'on comprenne bien ce que font les gens et pourquoi vous les retenez dans votre crédit d'impôt recherche. Et puis après, évidemment, toute la partie compta qui elle, est plus naturelle, mais qui est nécessaire aussi, ne serait-ce que pour ne pas perdre du temps quand vous avez un contrôle. Travailler ces indicateurs de R&D, donc là, ça peut être des publications, de la participation à l'encadrement de thèse. Donc ça, avec la fin des jeunes docteurs, ça va peut-être ralentir. Le fait d'avoir des liens avec des laboratoires, etc. Voilà. Tous ces indicateurs, c'est aussi vraiment des facteurs clés, non seulement de réussite, mais c'est des indicateurs forts pour vous ancrer dans une démarche de R&D et sécuriser votre dossier. Voilà. Vous le savez, ils sont sujets à contrôle, donc voilà, il faut, d'autant plus quand vous êtes PME, vous demandez un remboursement anticipé, ça veut dire que vous rentrez par définition dans ce qu'on appelle une réclamation contentieuse. Donc au moment où, ça veut dire que vous êtes prêt à fournir un dossier justificatif. Voilà. Ayez ça en tête parce qu'en fait, à partir du moment où on vous demande de justifier, si jamais il y a un rejet, vous rentrez tout de suite dans un processus qui est un contentieux, donc très vite vous êtes au tribunal en fait et il n'y a plus d'étapes de discussion qui sont prévues. Donc voilà, il faut être prêt à partir du moment où on demande ce remboursement anticipé à tout simplement fournir ces justifications. On a un taux des contrôles qui sont réalisés chez l'UCIR. Alors, ils sont clairement en augmentation. Voilà. Nous, on voit sur notre portefeuille, hein, on a plus de la moitié de notre portefeuille qui est contrôlé sur les années. Après, le taux de redressement, c'est difficile on n'a pas de chiffre officiel, mais plutôt faible. Mais sachant que parfois, il y a des contentieux qui durent pendant 10 ans, qui vont au Conseil d'État. Donc, quelle est sa valeur aussi quand on attend 10 ans pour être payé Mais déjà, de savoir que quasi la moitié sont contrôlés. Ouais. Aujourd'hui, il y a vraiment, ça a été calme jusqu'à il y a 3-4 ans. Voilà. Et puis de nouveau, ça s'accélère. Enfin, en tout cas, ça reprend. Il n'y a pas des seuils où ils font un contrôle sur pièces systématiquement? Alors, il y a oui, dans tous les cas, selon la région, quand on dépasse certains niveaux de crédit d'impôt recherche, 60 000 €, 100 000 €, voilà, ça va déclencher une demande d'information systématique. Mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les demandes d'information, elles s'approchent pas les 100%, mais elles sont plutôt à 70%, 80%, y compris sur des petits montants. Voilà, donc,
finalement cet effet de seuil, bon, il existe sans doute toujours, mais même très en dessous du seuil, on a des demandes d'information qui se généralisent. Et peut-être que ça va devenir un jour une obligation de déposer son dossier, etc., en même temps que sa déclaration, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose pour sécuriser. Voilà, donc justement on était sur les outils de sécurisation. Donc voilà, sachez que le ministère de la Recherche édite un guide CIR qui est aujourd'hui quand même vraiment de qualité, qui vous donne les bonnes pratiques, la réglementation, etc., la législation. Vous pouvez faire des rescrits si vous avez des projets sur lesquels vous avez des incertitudes, mais il faut le faire avant de commencer. Bon, il faut vraiment que ça vaille la peine. Il y a des instructions fiscales, des BOFIP, qui sont aussi alimentées depuis des dizaines d'années. Le plus difficile à appréhender, c'est la jurisprudence, qui elle-même parfois en cours d'année peut vous faire avoir des avis différents ou faire évoluer vos arbitrages sur certaines dépenses. Donc là, cette jurisprudence, elle a tendance à se renourrir là, en ce moment sur le crédit d'impôt recherche. Voilà, on a fait le tour des sujets donc très orientés fiscalité parce qu'on était avec une vision loi de finances. L'objectif du SPEN Maurienne pour nous aujourd'hui, c'était d'essayer de vous donner un peu cette vision-là, de mettre focus sur les axes, les points qui ont changé, qui peuvent avoir des impacts pour vous, pour éviter de perdre du temps ou effectivement de faire des mauvaises analyses, parce qu'en fait il y a quand même eu cette année, particulièrement entre le projet de loi de finances, la dissolution, le projet de loi de finances, la censure, ça a été très compliqué de suivre. Et aujourd'hui, moi, soyez vraiment prudents, et je l'ai revécu en préparant pour vous la présentation, où je suis retourné sur Internet, etc., juste pour revalider ce qu'on avait en interne aussi. On voit beaucoup d'infos, entre guillemets fausses, c'est juste qu'elles sont pas mises, elles ont été justes pendant un moment, mais il y a eu censure, et donc maintenant elles sont plus justes, ou incomplètes. Donc c'est difficile cette année, je trouve, de trouver, et même sur certains sites publics, il y a encore des erreurs. Vous avez trouvé des taux de 20% pour la GEI en 2023, il y a des choses aberrantes. Donc prenez le temps de bien aller à la source, ou faites-vous consulter, faites-vous conseiller si vous avez des incertitudes. Ça c'était juste pour revenir sur la courbe du départ. Donc, de toute façon, l'important c'est d'avoir une vision au moins moyen terme pour projeter votre stratégie de financement et votre stratégie financière. Donc vous l'avez compris, c'est notre sujet au quotidien, en fait, de planifier et de réaliser ces stratégies-là. Ça passe par du financement public optimisé, pour diluer au minimum les fondateurs et les actionnaires qui prennent le risque au plus tôt. Et à un moment également, forcément, par des levées de fonds sur les projets qui en ont besoin. Mais là aussi, il faut le faire de manière structurée et aller chercher les effets de levier bancaire, public, en France et à l'international. Donc nous, on organise ces missions-là avec des équipes expertes. On est 25 consultants chez Oval Innovation, mais il y a quand même des expertises. Faire la levée de fonds privés, c'est pas la même chose que faire un dossier crédit d'impôt recherche. Donc on a des équipes dédiées en financement public, en financement privé, puis en conseil aux dirigeants, où on va être sur les aspects de développement durable, de stratégie durable, c'est plutôt ça qui nous anime en fait, d'international, de recrutement. On a une équipe dédiée qui s'appelle InnoTalent qui fait que du recrutement pour alimenter en fait la croissance et la roadmap de l'entreprise innovante. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation un peu flash qui a un petit peu dépassé, je suis désolé. J'espère que les idées principales sont passées et je serai de toute façon disponible pour répondre à vos questions cet après-midi si vous en avez. Merci.